Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue à la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Nous avons souhaité consacrer cette rencontre à un sujet qui tient à cœur des préoccupations des Français, le logement. Le logement, donc acheter, transmettre, louer, simplement adapter un bien immobilier, soulève aujourd'hui des enjeux juridiques, financiers importants qui nécessitent un accompagnement et les notaires sont là pour vous accompagner, bien entendu. L'objectif de cette conférence est donc d'apporter, grâce à nos intervenants, un éclairage concret sur plusieurs points qui vont être évoqués et qui jalonnent le projet immobilier, qu'il s'agisse du premier achat ou d'une opération plus structurée. Donc, nous aborderons successivement l'achat en couple, les régimes, les équilibres et les incidences patrimoniales avec maître Jean-François Faure. Ensuite, l'achat par l'intermédiaire d'une société, notamment la SCI, avec maître Édouard Perrault. Les diagnostics immobiliers, les autorisations d'urbanisme, dont le rôle et la portée connaissent des évolutions régulières, donc avec maître Connor Dupic et maître Sophie Klopfenstein. Et enfin, les aspects fiscaux liés à l'acquisition, on ne coupe jamais à la fiscalité, qui sera évoqué par maître Manon Minassian. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à maître Faure, qui va vous parler de l'achat en couple. C'est bon, j'ai le petit micro normalement. Voilà. Allez, donc moi je vais vous parler du couple parce que le statut du couple a un impact direct sur la propriété du bien immobilier acheté. Les règles ne sont pas les mêmes selon que l'on est marié, pacsé ou en concubinage. En France, les couples ont le choix effectivement entre trois principaux statuts, le concubinage, le pacte civil de solidarité, PACS, et le mariage. Chacun présente des avantages et des inconvénients distincts. Le concubinage est souvent choisi pour sa simplicité et sa flexibilité, mais il offre peu de protection juridique et financière. Le PACS, un peu plus formel, permet aux partenaires de bénéficier de certains droits similaires un petit peu à ceux d'un couple marié, tout en conservant une certaine souplesse. Le mariage est le statut le plus englobant en termes de droits et de protection légale, mais il implique également des engagements et des obligations plus importantes. Donc avant de balayer ces trois statuts, je souhaite préalablement insister sur l'importance que l'achat s'effectue en fonction du financement de chacun des membres du couple. Donc acheter selon le financement réel. Tout d'abord, les couples mariés sous le régime de la communauté, on le verra un petit peu plus loin, achètent eux automatiquement moitié-moitié sous ce régime matrimonial de la communauté. Mais tous les autres couples, époux en séparation de biens, pacsés, concubins, l'achat s'effectue en indivision. L'indivision, c'est le fait d'être propriétaire à deux d'un même bien. Et lorsque deux personnes achètent ensemble, ce couple, les parts de propriété doivent refléter la contribution financière réelle de chacun. Sinon, celui qui a financé davantage va se trouver lésé. On prend l'exemple, si un finance 70% et l'autre 30%, dans l'acte d'achat, ces proportions doivent être mentionnées 70% et 30%, et non pas automatiquement 50%, 50%. Ces pourcentages peuvent inclure l'apport personnel. Il peut y avoir par exemple une donation que les parents ont consentie à l'un ou à l'autre. Ça peut être également des économies qu'il y en a un des deux qui a réalisé avant d'effectuer cet achat.
Ces pourcentages peuvent inclure également les modalités de remboursement du prêt bancaire. Un prêt peut effectivement être remboursé à hauteur plus importante par un des deux membres du couple. Les travaux de départ ou encore ce qu'on appelle les frais d'achat, les frais de notaire. Et le notaire peut établir dans son acte un tableau détaillant le financement de chacun. Le notaire aussi peut établir une convention, on établit une convention d'indivision qui précise qui paie quoi et comment on calcule en cas de séparation justement de ce couple. Donc par avance, on prévoit un petit peu les choses dans l'acte d'achat de telle sorte que ça se passe mieux plus tard, soit au moment d'une revente, soit au moment de la séparation dans le couple. Alors, première forme de couple, l'achat à deux en concubinage, un choix plus risqué, on va voir. Tout d'abord, le cadre juridique du concubinage. En France, le concubinage est défini comme une union libre entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe vivant ensemble de manière stable et continue. Cette forme d'union est reconnue par la loi, mais elle n'offre pas le même niveau de protection légale que le PACS et le mariage. On peut quasiment dire que la loi ignore quasiment le statut du concubinage. Bon, les concubins bénéficient de certains droits, comme la possibilité de bénéficier d'une couverture sociale commune, mais ils sont nettement moins protégés en matière de droit successoral et de patrimoine. Et les conséquences en cas de décès et de séparation sont importantes à bien avoir en tête juste au moment de l'achat de ce bien immobilier. En cas de décès, le concubin survivant n'est pas reconnu comme héritier, c'est-à-dire deux personnes qui achètent le bien immobilier, ils ne sont ni mariés ni pacsés, un des deux vient à décéder, eh bien le concubin survivant n'a droit à rien sur, par exemple, la moitié de celui qui est décédé. Même si les concubins ont vécu plusieurs dizaines d'années ensemble, eh bien, celui qui reste, effectivement, n'a droit à rien. Ce sont les enfants, s'il y a des enfants qui héritent, ou à défaut, s'il n'y a pas d'enfants, ce sont les frères et sœurs, à défaut, les neveux et nièces, etc. En cas de séparation, les conséquences ne sont pas réglementées par la loi de cette séparation. Les concubins doivent gérer la division de ce bien, de ce logement par exemple, sans cadre légal défini, ce qui peut entraîner des litiges complexes, surtout s'il n'y a pas eu d'accord écrit préalable. Alors, les conseils que nous pourrions donner à ce couple de concubins qui vont acquérir ce logement, c'est de rédiger un testament, mais avec au décès une très lourde imposition, puisque les concubins, ils n'ont pas de statut, donc ils sont considérés comme des étrangers l'un envers l'autre, et même s'ils veulent se transmettre cette moitié d'appartement ou de maison qu'ils achètent, il y aura une imposition à 60%. Il faut plutôt privilégier l'assurance vie pour mieux se protéger dans ce cas-là. Et au niveau de la séparation, un accord écrit peut définir des aspects tels que la répartition des biens en cas de séparation et la protection du survivant. Cela garantit une certaine sécurité juridique au couple. Et en résumé, le concubinage, bien que flexible, présente des risques juridiques et financiers significatifs. Donc pour une protection accrue, les couples peuvent envisager de se pacser. Alors, achat à deux, cette fois-ci, si vous êtes pacsé, Pacs et testament, le duo avantageux. C'est comme ça que je l'ai nommé, parce qu'on peut dire que qui dit Pacs dit testament, l'un ne va pas sans l'autre, on va le voir. Beaucoup de couples font le choix de se paxer plutôt que de se marier.
depuis l'entrée en vigueur du PACS, qui date de 1999, eh bien, il a un grand succès, mais parfois et souvent, beaucoup de couples se pacsent en ignorant les conséquences de ce PACS et en ignorant qu'ils n'ont pas les mêmes droits que le mariage. Alors tout d'abord, la mise en place et la rupture du PACS. La formation d'un PACS est très simple, hein. 2 lieux pour se paxer, soit en mairie, soit chez le notaire. La dissolution, elle est extrêmement simple aussi, facile à rompre, hein, soit d'un commun accord, soit unilatéralement par l'un des partenaires avec notification à l'autre partie. Un choix important, c'est le régime patrimonial. Lorsqu'on se paxe, on a le choix entre 2 régimes. Le régime qui est prévu par la loi, en défaut, on pourrait dire, qui est celui de la séparation de biens. C'est le régime qui est prévu depuis 2007. Et l'autre régime, sur option, qui est l'exception, le régime de l'indivision. Le régime donc de la séparation de biens, comme je l'évoquais tout à l'heure, impose de bien respecter le financement quand on achète un bien immobilier. Hein. Celui qui, encore une fois, finance plus, eh bien, il doit acheter nécessairement dans une proportion plus importante le bien en question. Et la séparation de biens, qui est le régime légal, est souvent préféré pour sa simplicité, également en cas de séparation et pour la protection du patrimoine individuel. Le régime de l'indivision est un régime plutôt mal rédigé par la loi, on va dire, avec des présomptions de propriété pas toujours voulues par les partenaires, hein, parce que lorsqu'il y en a un qui achète, l'autre en devient automatiquement propriétaire. Même parfois si il y en a un qui finance seul, et on s'aperçoit qu'ils prennent conscience à leur détriment, et souvent un peu tard, au moment de la séparation, de ces présomptions de l'indivision. Donc on préconise plutôt de partir en séparation de biens lorsqu'on se paxe. C'est la solution la plus simple et la mieux adaptée au plus grand nombre. Et il n'y a pas de confusion comme ça possible au moment de la séparation. Dans tous les cas de figure, l'importance, c'est le testament. Alors, effectivement, c'est une réalité qui est souvent méconnue. Le survivant, comme en matière de concubinage, n'a quasiment rien. La loi prévoit simplement le droit d'habiter le logement pendant 1 an. Avant que les héritiers récupèrent le bien, les enfants, les frères et sœurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc la solution simple, mais à ne pas oublier, c'est de faire un testament, en plus du PACS. Prenons un cas de figure, l'achat d'une maison à 200 000 €, acheté moitié-moitié par un couple. Si ce couple achète ce bien en concubinage et qu'ils font un testament, survient un décès, eh bien, pour les 100 000 €, taxation à 60%, il y aura 60 000 € à payer au Trésor public. Le même couple a décidé de se paxer, ils font un testament pour se transmettre la moitié de maison, 0 à payer au Trésor public. Il y a une exonération totale des droits de succession. Donc c'est là où le PACS est un régime qui protège vraiment au moment du décès, hein, puisque celui qui reste peut récupérer à ce moment-là, sous condition qu'il y ait eu un testament, hein, vous l'avez compris, la loi ne le prévoit pas, donc il faut que ce soit vous qui le prévoyez en vertu du testament, mais il le récupère gratuitement, sans imposition. On vous conseille bien évidemment d'aller voir votre notaire hein, pour rédiger un testament efficace, prenant en compte la situation spécifique du couple, notamment en présence d'enfants d'une précédente union, d'héritiers réservataires. Il y a des règles d'ordre public à respecter. Il existe les règles de la réserve, de la quotité disponible, puisqu'il y a une partie des biens qui est réservée aux enfants, une autre partie qui est disponible, qu'on appelle la quotité disponible. On peut prévoir
un legs en usufruit, c'est-à-dire le fait d'avoir la jouissance simplement du logement, sans pour autant transmettre peut-être la propriété à son partenaire, mais seule la quotité disponible peut faire l'objet de l'usufruit. Et du coup, dans ce cas-là, les enfants peuvent éventuellement remettre en cause le testament. Ainsi, le PACS, combiné à un testament bien rédigé, offre un cadre juridique avantageux pour les couples, mais ne protège pas autant que le mariage. Le mariage permet d'optimiser la protection de son conjoint. D'où l'hypothèse de l'achat à deux, cette fois-ci, si vous êtes marié, c'est la meilleure des protections pour son couple. On passe concubin, PACS et mariage. Alors, en matière de mariage, tout d'abord, il faut que je vous dise un mot sur le choix du régime matrimonial. On a principalement 3 choix de régime. Le régime de la communauté réduite aux acquêts, la séparation de biens et la communauté universelle. Chaque régime a des implications spécifiques sur les biens et donc le logement du couple qui nous intéresse ce soir. Donc selon le régime matrimonial qui est choisi par le couple qui va se marier, eh bien, ça va avoir des incidences sur le bien immobilier. Depuis 1966, les couples qui se marient sans faire de contrat de mariage se marient, bien souvent sans le savoir, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal prévu par la loi. Ce régime de la communauté réduite aux acquêts, ça signifie que les acquisitions, les acquêts, eh bien, sont automatiquement communs entre les 2 membres du couple. Donc le logement qui est acheté soit par les 2 ou par un seul des 2 est automatiquement la propriété des 2. En revanche, les biens reçus par donation ou succession restent propres aux membres de ce couple. Et s'il est utilisé, par exemple, des fonds que les parents donnent, une donation de somme d'argent, et que le couple est marié sous le régime de la communauté, les notaires intègrent une clause qu'on appelle une clause de remploi pour expliquer qu'on remploie des fonds qui sont propres aux parents qui ont donné de l'argent, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité et qu'on puisse effectivement en tenir compte. Le régime de la séparation de biens nécessite de faire un contrat de mariage chez le notaire, de le dire, de le choisir. Pour les professions à risque, ça permet d'avoir une meilleure protection du patrimoine familial. Ça permet effectivement de mieux protéger le logement. Elle permet à chaque époux de conserver la gestion de son patrimoine. Il facilite les choses également en cas de divorce. Alors, la protection légale et financière par le mariage, là, la protection est automatiquement prévue par la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité de faire un testament. Le conjoint survivant est automatiquement héritier, et donc le conjoint va forcément hériter du logement qui a été acquis. Les lois de 2001 et 2006 prévoit maintenant que lorsqu'un couple laisse des enfants communs, eh bien, le conjoint survivant peut automatiquement continuer à vivre dans ce logement par l'usufruit. Et donc, il est protégé automatiquement par la loi. Et au niveau de la fiscalité, le conjoint est exonéré totalement de droits de succession. Comme pour le PACS, les époux sont exonérés d'impôts. Donc, ce sont éventuellement les enfants qui payent les droits de succession, mais pas le conjoint. Alors, le couple peut décider, pour encore mieux protéger son logement et aller un petit peu plus loin, d'établir éventuellement une donation entre époux, une donation au dernier vivant, c'est 2 termes différents pour dire la même chose. Ça permet de renforcer la protection du conjoint survivant en lui octroyant une part un peu plus importante dans la succession. Et puis, grâce à la donation entre époux, il sera possible également, éventuellement, pour le conjoint survivant, de faire ce qu'on appelle du cantonnement, pour choisir certains biens dans la succession, par exemple, en choisissant la résidence principale. Le conjoint va pouvoir dire moi, je conserve seul la résidence principale et je laisse aux enfants une résidence secondaire, par exemple un appartement au ski, où maintenant, vu mon âge, je ne vais plus trop aller. Et ça, ce n'est possible que si
effectivement, il y a une donation entre époux qui a été établie, ou éventuellement un certain type de testament. Donc, par le mariage, on arrive à assurer effectivement une protection beaucoup plus précise et pour aller beaucoup plus loin au niveau du couple. Choisir entre le concubinage, le pax et le mariage implique de peser soigneusement le pour et le contre entre la sécurité juridique et financière et de l'autre la flexibilité relationnelle. Il y a le pour et le contre entre les trois statuts. Sinon, le couple, à ce moment-là, peut opter pour choisir de constituer à ce moment-là une société, par exemple une SCI, et je vais donner la parole à Maître Perrault qui va nous parler de cette deuxième possibilité, effectivement, pour acquérir un bien immobilier. Bravo Jean-François. Merci Jean-François. Alors on a bien compris qu'il ne suffisait pas d'être amoureux si on voulait économiser de l'argent et des droits de succession. Il faut aussi se paxer, au moins se marier. Merci. Alors je suis Édouard Perrault, je suis notaire et j'ai la lourde tâche de vous parler de société civile. La société civile est effectivement une alternative au mode de la détention, de la propriété. Et vous verrez que, au fond, mon discours va s'articuler sur le fait, est-ce que j'achète une société civile, est-ce que je crée une société civile dans le cadre de l'acquisition de ma résidence principale ou pour un immeuble locatif? Et vous allez voir qu'au fil des questions et des réponses, finalement, le choix se fera ou non naturellement. Mon propos est compliqué. Pourquoi? Parce que je dois faire tenir 10 volumes en 3 slides. Et que j'ai 10 minutes pour vous faire aimer la société civile, mais aussi pour vous faire comprendre que ce n'est pas forcément si simple et forcément le message le plus évident. Alors, je vais essayer, nous allons essayer, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. En quelques lignes, la société, en fait, c'est un contrat, elle est instituée entre 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter une entreprise commune des biens en vue de partager un bénéfice. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société, il faut être plusieurs. C'est un véritable contrat entre associés. Et il y a une réelle volonté d'avoir un projet ensemble. En droit, on appelle ça, d'une manière compliquée, l'affectio societatis. Vous avez envie de vous regrouper en vue de constituer un projet. Donc la société civile, c'est une structure juridique qui permet la détention, la gestion d'immeubles, dont l'objet principal va être soit d'acquérir, soit de gérer, soit d'administrer différents immeubles. Comment constitue-t-on cette société? Vous avez compris, il faut être plusieurs. Cette société, on la constitue en signant un contrat, on appelle ça des statuts. On peut les signer d'une manière sous seing privé ou par acte authentique devant un notaire. Bien entendu, je ne pourrai que vous enjoindre à vous rapprocher de votre notaire pour le faire, car lui seul sera capable de pouvoir vous dresser des statuts sur mesure en fonction de votre situation. Choisir une société, prendre ce montage, nécessite, à mon sens, 2 éléments importants. Quel est le montant du capital? Et dois-je faire une option? Dois-je choisir un impôt sur les sociétés au lieu d'un impôt sur le revenu? Ces 2 questions sont intimement liées. Et en fait, du montage et de la fiscalité que vous allez choisir va découler, en fait, va avoir des conséquences extrêmement importantes parce que votre fiscalité va en dépendre. Si vous êtes dans le cadre d'une société civile de famille où vous avez ce qu'on appelle une option IR, la société est imposable à l'impôt sur le revenu, eh bien en fait vous déclarerez tout simplement vos revenus fonciers d'une manière somme toute très classique. Si à l'inverse vous décidez, soyez la bienvenue Madame Rentré, je vous en prie, si à l'inverse vous décidez d'avoir un impôt sur les sociétés, eh bien cette fois vous allez permettre de pouvoir
amortir un résultat. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous avez une valeur comptable de votre immeuble qui va être décomposée et à la fin, il y a un résultat de la société. Et au résultat de la société, on va pouvoir amortir et écraser un résultat et avoir une fiscalité avantageuse. Alors vous vous dites, c'est génial, j'ai un impôt sur les sociétés, et finalement je vais avoir que 15% à payer jusqu'à 42 500 € de résultat, mais c'est superbe le montage que vous me proposez. Et en fait, c'est assez piégeux, c'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, vous allez économiser des impôts, mais à la sortie, quand la société va vendre, eh bien, il va falloir, pardonnez-moi cette expression triviale, mais passer à la casserole, il va falloir payer. Et là, ça risque d'être catastrophique parce qu'effectivement, lorsqu'il y aura la cession, il va falloir réintégrer dans les résultats de la société eh bien, la plus-value et qui risque d'être imposée d'une manière excessive. En fait, il faudra déduire les amortissements fatigués de votre prix de vente auquel il faudra l'imposer au titre du taux sur l'impôt sur les sociétés, soit qui est de 15%, soit qui est de 25%. Selon le résultat de la société. Donc effectivement, faire le choix en amont, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, peut avoir effectivement un impact très important. La deuxième chose qu'il faut parler, c'est du montant du capital. Vous n'avez pas beaucoup de sous, mais 1 500 € dans un capital social, effectivement, vous n'aurez pas beaucoup le choix. Vous avez un capital assez important, il faudra vous poser la question, savoir est-ce que je le mets en capital, est-ce que je le prête à la société, on appelle ça un compte courant. Ok ? Désolé, j'espère que ce panorama n'est pas trop ésotérique, que c'est compréhensible, n'hésitez pas à me poser des questions. On va essayer de regarder quels sont les avantages de la détention de votre résidence principale à travers une société civile. Très franchement, quand c'est pour votre résidence principale, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avantages. Mais il faut quand même qu'on puisse vous dire quels sont les avantages qui puissent exister, parce que ça peut être un outil de gestion de patrimoine hyper important. Parce qu'en fait, vous avez compris que dans une société civile, vous pouvez être gérant, omnipotent, avec les pleins pouvoirs, tout en ayant transmis toutes les parts à vos enfants. C'est génial, c'est-à-dire que vous êtes gérant, vous décidez, mais vous êtes propriétaire que d'une seule part. Et ça n'existe pas quand on détient sa résidence principale à deux, où forcément il y a les règles de l'indivision qui vous seront expliquées un petit peu plus tard. Donc le véritable outil de gestion de patrimoine, c'est j'ai une société, je peux mettre des pouvoirs de décision différents en fonction des quorums de majorité. Le deuxième avantage de la société civile, c'est effectivement vous évitez les régimes de l'indivision. Nous, les notaires, Medford a commencé un peu à en parler, les notaires, effectivement, on n'aime pas forcément beaucoup l'indivision. Pourquoi ? Parce que ça exige certaines règles qui sont en fait compliquées, parce qu'on vous parle d'unanimité pour prendre certaines décisions. Alors que dans une société civile, on peut expliquer qu'il y a 3 associés et que quand 2 associés sur 3 sont d'accord, la maison peut être vendue. Donc, effectivement, ça permet d'éviter l'indivision et ça peut être un petit peu plus simple. Il y a des montages un petit peu plus compliqués où on peut avoir en fait un démembrement croisé sur des parts. Je vous le cite uniquement pour mémoire, mais ça me semble compliqué d'aborder cela aujourd'hui. Rentrez, je vous en prie. La transmission des parts. La transmission des parts, c'est quelque chose qui est très important dans une société civile. Pourquoi ? Parce qu'un couple propriétaire de sa résidence ou d'un immeuble peut très facilement organiser comment se fera la transmission des parts en cas de décès. Medford vous a parlé de testament, on vous a parlé de donation. Eh bien, et effectivement, lorsque vous venez à décéder, vous pourrez avoir la possibilité de dire que je veux que mes héritiers soient agréés par mes associés. Imaginez, vous êtes deux associés, vous avez les enfants de votre mari d'une première union, en fait, vous n'avez pas envie de les avoir dans votre société civile, et vous pouvez très bien dire, eh bien, je veux que chaque héritier soit agréé. Et le conjoint survivant, associé, pourra dire, écoute, moi, Géraldine, je veux bien que tu rentres dans la société. Toi, Pierre, écoute, j'ai pas trop envie de t'agréer.
je ne te taillerai pas, mais je serai là pour t'indemniser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un formidable outil de gestion de patrimoine, de gestion de transmission, mais on peut avoir certains inconvénients, et je vais essayer de vous expliquer quels sont les quelques inconvénients qui existent quand la société est utilisée pour abriter votre résidence principale. Quand vous êtes marié, vous avez un article dans le Code civil qui vous explique que, quel que soit le propriétaire de la résidence principale, vous ne pouvez pas en disposer. Si vous, madame, vous êtes seul propriétaire de votre résidence principale, eh bien, votre mari peut s'opposer à la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est inscrit dans ce qu'on appelle un régime primaire. C'est quoi un régime primaire? C'est un régime obligatoire qui s'applique à tous les gens mariés, quel que soit leur régime matrimonial. Et c'est en fait la protection de l'époux le plus faible, de l'époux qui n'est pas propriétaire. Il faut absolument que tout le monde puisse donner son accord pour la cession. Et quand votre logement, votre résidence principale, elle est détenue au travers d'une société civile, eh bien, il n'y a pas cette protection-là. Donc, ici, on voit un premier écueil de la détention de sa résidence principale au moyen de société civile. On vous a parlé tout à l'heure de droit d'habitation du coin suivant. Maître Faure vous en a parlé. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce droit-là, en fait, c'est un conjoint survivant a le droit d'habiter pendant 1 an gratuitement dans la résidence principale sans qu'il puisse y avoir d'opposition d'héritier. C'est à peu près ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en société civile, eh bien, ce droit n'est pas reconnu au conjoint survivant. Alors certes, les statuts pourraient l'aménager, mais ce droit-là n'est pas reconnu au conjoint survivant. D'un point de vue fiscal, on peut noter 2 choses négatives quand votre résidence principale est détenue dans une société civile immobilière. La première, c'est que, vous savez, quand on évalue des biens dans une déclaration de succession, il y a un abattement de 20% sur la résidence principale, automatiquement, en fait, une sorte de décote. Eh bien, en fait, ça n'existe pas avec cette décote automatique. Pour les filles, il y a l'histoire des 30% sur la résidence principale. Vous savez, quand vous êtes assujetti, pour les personnes qui sont le plus fortunées, au-dessus d'un certain montant, il y a un impôt sur la fortune. Et effectivement, il y a la résidence principale qui bénéficie d'un abattement de 30%. Et quand cette résidence est détenue à travers la société, eh bien, cet abattement n'est pas reconnu. Et je voudrais attirer votre attention toute particulière sur les obligations et la société qui sont de comptabilité, de suivi juridique, qui me semble être assez important, dont je vais vous parler en 30 secondes. Avoir une société civile, c'est très bien, mais ça vous oblige à tenir une comptabilité. Alors effectivement, il peut y avoir quand c'est une société avec un impôt sur le revenu, il y a des dépenses, des encaissements, c'est un petit peu plus simple quand c'est un impôt sur les sociétés. Effectivement, mais cette comptabilité, elle est obligatoire. Donc, à défaut, vous risquerez d'avoir des difficultés. Et notamment quand vous avez une société civile qui abrite votre résidence principale, elle ne va jamais avoir de revenus, cette société. Donc, c'est vous qui allez faire des dépenses pour le compte de la société. Et indirectement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez créer des comptes courants. Et si pendant 15 ans, en fait, vous payez 15 ans de taxes foncières, 15 ans de taxes d'habitation, 15 ans de factures ou de travaux, eh bien alors vous allez générer ce qu'on appelle un compte courant, c'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent à la société. Cette société, donc, on va augmenter en fait artificiellement son passif, et le jour où il va y avoir un décès, eh bien, il va y avoir des comptes courants à déclarer. Je prête l'argent à quelqu'un, je prête l'argent à une société, donc forcément, dans mon actif de succession, je devrais rendre une dette à quelqu'un. Et donc, vous voyez, pour conclure, la société civile, oui, c'est une très bonne chose. Une résidence principale à prendre avec modération, et pour un investissement locatif, pourquoi pas, mais il faut étudier ça de près et veiller à tout ce dont je viens vous parler. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Binôme de choc. Ah non, pas de souci, pas de souci. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, Hélène,
Tu vas nous parler d'un sujet qui est souvent perçu comme étant contraignant, voire parfois technique, mais qui est en réalité profondément utile lors de l'achat d'un bien immobilier. Tu vas nous parler donc des diagnostics immobiliers qui sont fournis lors de la réservation du bien et évidemment lors de la vente définitive. Pardon. Et ensuite du carnet d'information du logement. Alors, concernant les diagnostics, que peux-tu nous dire sur la qualité de ces diagnostics, leur durée de validité et quels sont ces diagnostics qui sont requis? Bonjour déjà. Donc, effectivement, tous ces dispositifs, ce ne sont pas de simples formalités, ce sont même des obligations. Ils participent donc d'un mouvement plus large, une meilleure connaissance du patrimoine immobilier. C'est mieux connaître son bien, c'est mieux le vendre, c'est mieux l'entretenir, c'est aussi mieux le transmettre. Et pour nous, les notaires, ils sont synonymes de sécurité juridique et de transparence, deux valeurs qui fondent la confiance dans la transaction immobilière. Alors, les diagnostics immobiliers, c'est en quelque sorte une photographie du bien au moment de la vente. Lorsque vous allez mettre un bien en vente, eh bien, vous allez devoir fournir à l'acquéreur un dossier technique qu'on appelle le DDT, qui est une carte d'identité du logement. Il va viser à garantir donc à l'acquéreur d'acheter en pleine connaissance de cause en disposant d'une information qui sera complète sur le bien. Tout ça est encadré bien évidemment par la loi et vous avez le Code de la construction et de l'habitation qui énonce tous les diagnostics qu'il y a lieu de fournir au moment d'une vente. Alors, moi, quand j'ai commencé dans le notariat, il y en avait un seul diagnostic. C'était la loi Carré, qui était le mesurage de l'appartement quand on achetait un bien en copropriété. Puis après, il y a eu l'amiante pour les maisons qu'on a étendu aux copropriétés, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est avec un panel comme ça de diagnostics obligatoires. Donc, les principaux diagnostics, vous avez déjà, pour commencer, le diagnostic amiante, qui va être donc la recherche d'amiante dans le bien que vous achetez et qui va être obligatoire pour tous les biens qui ont été construits avant 1997, puisque après 1997, l'amiante était interdit dans les constructions. Vous allez avoir également le diagnostic plomb qu'on appelle le CREP. Alors, ce n'est pas la recherche de plomb dans les canalisations, c'est la recherche de plomb dans les peintures. Et il est obligatoire pour tous les biens qui ont été construits avant 1949. Donc en fait, cette recherche, elle est liée au danger sanitaire que représente la peinture quand elle s'effrite et qu'elle est au stade 3. Elle fait des petites paillettes de peinture et apparemment les enfants qui vivent dans des logements insalubres sont amenés à sucer ces paillettes de peinture quand ils sont malnutris parce qu'elles ont un goût sucré. Ensuite, on va chercher les petites bêtes et les champignons. Alors ça, c'est le préfet de la région qui va décider si on doit rechercher dans chacune des communes du département s'il y a la présence des termites et des mérules. Donc, comme je dis souvent en rendez-vous chez nous, il fait encore trop froid. Et les termites n'ont pas réussi à remonter jusque dans nos montagnes. Par contre, la mérule, on a certaines communes du département qui ont été classées en zone de risque de présence de mérules. Vous avez en l'occurrence Clermont-Ferrand, le Mont-d'Or, la Bourboule, Thiers, je crois, Bagnols. Voilà, tout un tas de communes. Et la mérule, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça ne s'arrête pas aux frontières d'une commune ou d'un État. C'est pourquoi le préfet a déclaré certaines communes en zone de risque. C'est essentiellement par rapport au travail qui a été fait par les communes et aux déclarations que les gens ont fait auprès des communes pour aller dire c'est une obligation, si on a de la mérule chez soi, on doit aller le déclarer à la mairie. Donc après, il y a un petit processus qui s'enchaîne pour classer la commune en zone de risque de présence de mérule. Alors, la mérule, moi, je suis sur le Mont-d'Or, donc je suis confrontée à la mérule depuis presque 10 ans maintenant. Et ce qui est obligatoire en tant que tel, ce n'est pas le diagnostic. Le diagnostic, vous allez avoir un diagnostiqueur, il va venir chez vous, il va regarder, il va dire non, c'est bon, moi je ne vois pas de mérule.
Vous allez vous dire, tranquille, moi je porte une information à mon acquéreur comme quoi il n'y a pas de mérule dans le bien. En fait, l'obligation d'information, elle est sur le risque de présence de mérule. Et ce qui est important, c'est de déclarer que, eh ben oui, effectivement, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand j'ai acheté cette maison, que j'ai fait des travaux dedans, eh bien, j'ai trouvé de la mérule et j'ai traité la mérule. Et c'est cette information que vous devez délivrer à votre acquéreur pour qu'il achète le bien en pleine connaissance de cause. Vous oublieriez de le faire, eh bien, on pourrait vous accuser de vice caché intentionnel dont vous seriez responsable. Alors, c'est vrai que maintenant, les diagnostiqueurs qui travaillent dans des communes qui sont confrontées à la mérule signalent « Tiens, j'ai vu un truc qui ne me plaît pas. » Voilà. Mais voilà. Donc, si vous êtes confronté à la mérule, il faut dire toute la vérité, rien que la vérité, pour être tranquille derrière. Vous avez également les diagnostics gaz et électricité, qui sont un contrôle de l'état de l'installation, donc pour les installations qui ont plus de 15 ans. Également le diagnostic de performance énergétique, qui fait couler, entre guillemets, beaucoup d'encre, puisque on a encore, là, au mois de janvier, une révision de la classification des logements par rapport à leur consommation énergétique, où on va être mis en corrélation avec l'Europe. Donc les classifications d'aujourd'hui devraient remonter sensiblement voilà. Et vous avez également l'état des risques naturels et technologiques et des pollutions qui va vous renseigner sur la situation de votre bien du point de vue des risques naturels, miniers, technologiques. On va vous renseigner également sur le radon, sur les obligations de débroussaillement, sur le retrait du trait de côte, voilà. Les nuisances sonores. Et vous avez également le mesurage loi carré, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est obligatoire. Le défaut de mention d'un mesurage d'un appartement dans une vente immobilière est une cause de nullité de la vente. Et vous avez également les diagnostics assainissement. Alors le diagnostic assainissement qui est imposé par la loi, c'est celui du contrôle de l'installation d'assainissement individuel, où vous devez faire contrôler la conformité. Ce qui est bien souvent, c'est que quand l'installation n'est pas conforme, d'adjoindre ce diagnostic à un devis de la mise en place d'une installation conforme, de manière à ce que votre acquéreur sache où il met les pieds. Vous n'avez pas l'obligation de mettre en conformité, c'est votre acquéreur qui doit le faire dans un délai d'1 an suivant l'acquisition. Et vous avez certaines communes, comme Clermont-Ferrand, qui imposent le contrôle de l'installation du raccordement par rapport à l'assainissement collectif. Tous ces diagnostics, bien évidemment, pour que les choses soient pratiques, ils n'ont pas les mêmes durées de validité. Le diagnostic thermite va avoir une validité de 6 mois, le diagnostic gaz et électricité de 3 ans, la performance énergétique 10 ans, l'amiante 3 ans, sauf s'il n'y en a pas, le plomb 1 an, voilà, etc. Donc, nous, on est là pour contrôler tout ça. Voilà. Sachant que vous dites ouais non mais bon c'est bon, moi je ne vais pas encore dépenser 1000 balles là, à faire des diagnostics. Vous êtes d'accord acquéreur, on ne fait pas de diagnostic, oui, c'est bon, vous l'achetez en état. Voilà. Eh bien non. Et le jour où il y a un problème, et le jour où il y a un problème, eh bien l'acquéreur vient vous voir en vous disant oh là là, il y a plein d'amiante dans votre maison. Moi je pensais qu'il n'y en avait pas, vous êtes responsable. Et effectivement vous allez être responsable et vous êtes tenu à la garantie des vices cachés. Voilà. Et bien sûr, vous allez chercher le notaire en disant « Pourquoi vous ne m'avez pas dit de faire les diagnostics ?» De faire attention à ça. Voilà. Alors, pour en revenir au diagnostic de performance énergétique, on a l'audit énergétique qu'on est obligé de faire. Alors avant, c'était, au début, c'était les logements F et G. Et puis depuis, je crois, on se perd dans les dates, mais 1er janvier 2025, c'est les maisons classées E. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maisons quand même qui sont classées E et beaucoup de gens qui sont obligés de faire cet audit énergétique. Alors, cet audit énergétique, il a une utilité puisqu'il va vous préconiser les travaux qu'il faudra faire dans votre maison pour améliorer tout ça. Et puis, on va vous proposer en une étape ou en plusieurs étapes. Et puis, vous allez avoir un chiffrage de ce que va représenter les travaux pour améliorer tout ça. Voilà.
Ensuite, donc, je vous ai parlé des diagnostics. Voilà. Oui. Et puis les assainissements, j'en ai parlé également. Et du coup, tu vas nous parler du carnet d'information du logement, voilà. qui est relativement récent et peut-être pas encore très connu Voilà, du grand public. il n'est pas très connu. Il est en vigueur depuis maintenant, ça va faire depuis le 1er janvier 2023. Hein, et effectivement, quand on parle du carnet d'information des logements, les gens, c'est quoi? Alors, le carnet d'information du logement, moi j'appelle ça le carnet de santé de la rénovation énergétique du bien, puisque ça va être la genèse, enfin l'historique de toute la rénovation énergétique de votre bien. C'est quelque chose que vous allez pouvoir établir et que vous allez transmettre à votre acquéreur. Votre acquéreur le transmettra et ça permettra, dans le long terme, ou même à court terme, d'avoir des diagnostics de performance énergétique qui correspondent à la réalité. Puisque aujourd'hui, vous avez un diagnostiqueur, il vient chez vous, il fait le diagnostic, vous lui dites « attendez, mon mari, là, il a mis ça, l'Ednebert, derrière le placo. Et le diagnostiqueur va vous dire « non, moi je ne vois pas, vous avez des factures, vous n'avez rien. Donc je pars sur une valeur par défaut. » Et votre maison, qui finalement, dont vous pensez, et qui probablement est bien isolée, vous allez avoir un petit diagnostic de performance énergétique qui va être très médiocre. Donc, ce carnet d'information du logement, il va vous permettre de centraliser toutes les informations de rénovation énergétique que vous allez faire dans votre bien. Vous allez pouvoir le trouver sur Internet. Hein, vous tapez « carnet d'information du logement », puis vous verrez des jolies cases à remplir, etc. Vous allez pouvoir mettre les plans de votre logement, le descriptif des matériaux, des équipements, des travaux, des factures que vous avez faites, des factures des travaux que vous avez faits, pardon. Et moi, ce que je préconise en rendez-vous, c'est de bien vérifier vos factures. Vous avez un entrepreneur qui est venu et qui vous a marqué « isolation ». Yeah. Mais isolation avec quoi? D'accord? Donc, bien vérifier votre facture. Qu'elle soit bien détaillée pour que le jour où vous aviez besoin de le présenter au diagnostiqueur, eh bien, qu'il puisse partir sur des valeurs probantes qui vous permettent d'avoir un vrai diagnostic de performance énergétique. Voilà. On en a terminé avec ta partie. Voilà. Ça, non, pas tout à fait. Non. Voilà. Il y avait juste, tu le disais tout à l'heure, pas de diagnostic, des mauvais diagnostics. On n'a pas vérifié. Hein. Nous, quand on a les diagnostics, il faut qu'on regarde s'ils sont toujours valables, si ce n'est pas la maison d'à côté qui a été contrôlée, si c'est... voilà. Donc, on a tout un travail d'investigation et de vérification à faire sur le bien. Et effectivement, eh bien, on est le chef d'orchestre de tout ça. Et s'il y avait un souci, vous viendrez bien évidemment taper à notre porte en disant « vous avez oublié de me dire ». Voilà, donc ça représente un coût, hein, c'est contraignant, mais ce sont des garanties. C'est la garantie de votre tranquillité quand vous allez acheter quelque chose et c'est la garantie aussi de savoir où est-ce que vous mettez les pieds quand vous achetez un bien. C'est quelque part mieux informé et mieux protégé. Voilà. Et nous, on est les gardiens de tout ça. On va veiller à ce que tout se passe bien. Donc, et puis pour conclure, on dirait que le logement devient un bien durable, donc qui est inscrit dans le temps et dans la transmission énergétique. Voilà. Merci Hélène pour toutes ces précisions. Alors, moi, j'ai parlé des maisons qui étaient construites. Voilà. Hein, voilà. Alors toi, tu vas nous détailler comment on fait pour construire une maison ou pour faire des travaux dedans et quelles sont les autorisations qu'on a besoin d'obtenir. Merci Hélène pour toutes ces précisions. De rien. Alors, j'achète un logement. Quelles sont les vérifications auxquelles je dois procéder concernant les travaux ? Alors, ça peut concerner les travaux qui ont été effectués par le précédent propriétaire ou les précédents propriétaires et peut-être ceux que j'envisage également d'effectuer. J'ai trouvé une maison, mais pour moi, il est important de rajouter une véranda. Donc voilà, qu'est-ce que je vais devoir faire et vérifier pour ça. Voilà, donc quelles sont les vérifications? Donc vérifier déjà dans un premier temps que les travaux exécutés par le précédent propriétaire, ils ont bien été déclarés et autorisés par l'administration compétente. On va voir tout à l'heure quelles sont exactement ces vérifications. Et ensuite, dans la mesure où mon précédent propriétaire a fait des travaux, s'il y a des malfaçons, quelles sont les garanties dont je peux bénéficier concernant ces travaux? Donc que ce soit des travaux qui ont été effectués par une entreprise ou les travaux que mon vendeur lui-même a éventuellement effectués.
Alors, il faut déjà commencer par vérifier qu'ils ont été valablement autorisés, puisqu'une fois que je deviens propriétaire, s'ils n'ont pas été déclarés en mairie et que la mairie vient de me demander de remettre en état, de par exemple enlever la véranda qui avait été rajoutée sans autorisation, eh bien c'est le propriétaire au moment de cette demande qui est responsable. Donc bien vérifier tout ça avant l'achat. Et puis les sanctions éventuelles. Alors voilà un petit croquis avec les autorisations. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Et je l'ai retrouvé sur le site service-public.fr, qui est un site du gouvernement, donc la source est fiable, et qui nous détaille un petit peu tout ce qui doit être autorisé. Alors, en résumé, tout ce qui est visible de l'extérieur, tout ce qui modifie l'aspect extérieur de la maison doit être déclaré. Alors ça s'entend par exemple d'une petite lucarne de grenier qui va être transformée en Velux, parce que même si l'ouverture existait, je l'agrandis peut-être. Ça va être le cas pour les climatisations, puisque dans la plupart des cas, il y a un bloc extérieur qui va se voir de l'extérieur. On entend souvent des clients qui nous disent « mais je l'ai mis à l'arrière, ça ne se voit pas », mais c'est à l'extérieur tout de même, donc ça ne se voit peut-être pas de la route, mais votre voisin à l'arrière ou sur le côté peut la voir. Voilà, donc ça vous le retrouvez sur le site service-public. Un autre petit croquis qui a été transféré par Vichy Communauté semaine dernière, qui nous précise aussi les autorisations qui sont nécessaires en fonction du lieu où se situe mon bien. Est-ce que dans la commune, il y a un monument qui est classé? Quand je suis à proximité, il y a des prescriptions et des contraintes supplémentaires. Et donc, c'est soumis à l'avis des architectes des bâtiments de France, qu'on appelle les ABF, et donc souvent des contraintes plus importantes. Donc on vérifie aussi également que la construction d'origine, la maison en elle-même, a bien été autorisée. Donc en France, le permis, il date de 1943. On verra tout à l'heure pourquoi il est important de vérifier que la maison elle-même a bien été construite valablement, parce qu'en cas de sinistre, je n'ai le droit de reconstruire que ce qui a été valablement autorisé pendant un certain délai. Et puis, quand la construction date d'avant 1943, eh bien, il faut retrouver des éléments de preuve comme quoi elle existait bien avant. Par exemple, un acte notarié qui mentionnait bien non pas seulement un terrain, mais bien une maison à usage d'habitation, ou de retrouver des archives cadastrales qui font apparaître qu'on payait bien une taxe foncière pour ce bien-là, taxe foncière sur les propriétés bâties. Le principe, c'est que, quelle que soit la date à laquelle les travaux ont été effectués, il faut vérifier s'ils ont bien été déclarés et autorisés. On va voir qu'il y a certaines prescriptions, donc on s'attache beaucoup à vérifier surtout les travaux qui ont été faits il y a moins de 10 ans, puisque la prescription elle est de 10 ans pour certains travaux, ça veut dire que si je ne les ai pas déclarés, que personne n'a bougé pendant 10 ans, et on va dire que c'est un petit peu gagné, voilà, que personne ne peut venir vous embêter, mais il y a quand même certaines autorisations qui sont imprescriptibles. Alors, les documents à fournir, si j'ai fait des travaux, ou vérifier quels sont les travaux que doit me fournir mon vendeur quand il a fait des travaux. On va vérifier qu'il a bien déposé une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire en mairie. Demander la copie complète de ce dossier, parce que souvent sur le récépissé, la mairie vous note que vous avez déposé une déclaration avec sa date, mais pas avec plus de détails. Ensuite, on obtient l'arrêté qui autorise ces travaux. Et une fois qu'on a terminé les travaux, il faut déclarer qu'ils sont achevés et qu'on les a bien effectués conformément à l'autorisation qui avait été octroyée. Et ensuite, on peut demander à la mairie un certificat de conformité. Ça veut dire que la mairie confirme que vous avez bien ou que votre vendeur a bien effectué les travaux tels qu'ils étaient déclarés. Qu'on n'a pas construit plus grand que ce qu'on avait déclaré ou qu'on n'a pas rajouté autre chose qui n'était pas déclaré. Alors, je me rends compte que mon vendeur a fait des travaux, mais qu'il ne les a pas déclarés. Qu'est-ce que je fais? Et quelles sont les sanctions? Alors, il y a différents types de sanctions, pénales, civiles et administratives. On va les passer en revue. Donc, les sanctions pénales, là, il y a une prescription de 6 ans à compter de l'achèvement des travaux. Il peut y avoir des amendes et en cas de récidive, des peines d'emprisonnement. Les sanctions civiles, alors les sanctions suite à une demande d'un tiers. Un tiers, ça veut dire par exemple un voisin qui se plaindrait du garage que j'ai construit plus grand que ce que j'avais déclaré. Et la sanction suite à une demande de la mairie peut vous demander de remettre en l'état initial, d'enlever ce que vous avez construit sans autorisation par exemple. Donc là, il y a une prescription de 10 ans.
Voilà la sanction civile de la part de la collectivité aussi. Alors il y a eu plusieurs modifications législatives, certaines prescriptions sont tombées à 6 ans, mais c'est à compter de la découverte des faits, donc c'est un petit peu plus compliqué des fois de trouver le début. Et ensuite on a les sanctions administratives qui elles sont imprescriptibles. J'ai acheté ma maison, mon vendeur n'avait pas déclaré cette véranda et moi-même je veux rechanger des fenêtres. La mairie peut me dire, si vous changez les fenêtres, on vous demande de régulariser aussi ce que votre précédent propriétaire, vendeur, n'avait pas déclaré. Avec le risque qu'entre-temps, ce qu'il a modifié ne soit plus autorisé par le plan local d'urbanisme et que ce ne soit plus possible. Et donc à ce moment-là, une remise en état qui peut être demandée. Et l'autre sanction imprescriptible, c'est que si ma maison brûle complètement en cas de sinistre, je n'ai le droit de reconstruire que ce qui était régulièrement édifié. Donc forcément, je n'aurai pas le droit de reconstruire la totalité éventuellement. On a un article qui a été mis en place en 2018, donc là il y a une prescription un petit peu abrégée de 6 ans pour toutes les autorisations qui ont été délivrées après le 1er octobre 2018, donc à vérifier en fonction des travaux effectués. La reconstruction après sinistre dont je vous parlais tout à l'heure, et effectivement le texte parle d'un bâtiment régulièrement édifié qui peut être reconstruit. Voilà, c'est la même chose. Et donc ensuite, quelles sont les solutions lorsque je découvre des travaux non autorisés ? Première solution, je demande à mon vendeur d'aller en mairie et de déposer la déclaration telle qu'elle aurait dû être déposée au moment des travaux. Ça s'appelle une déclaration de régularisation. Le risque, c'est effectivement que ce ne soit pas autorisé et qu'à ce moment-là, on ait un refus total. Et à ce moment-là, il faut remettre en l'état éventuellement. Ou alors, je me dis, je prends le risque, j'effectue l'achat en état. Le notaire mentionne donc à ce moment-là ceci dans l'acte. En fonction de la durée de prescription, on peut se dire, voilà, les travaux ont été faits il y a 8 ans. Personne n'a bougé pendant 8 ans. Est-ce que je demande à mon vendeur d'aller en mairie maintenant pour les 2 ans qui restent? Je prends le risque, mais effectivement, c'est moi qui prends le risque et à ce moment-là, je peux demander à négocier le prix en fonction de la durée qui s'est écoulée et de l'importance des travaux que ça peut représenter. On peut prendre un exemple de fenêtre. Les fenêtres, c'est visible de l'extérieur, ça modifie l'aspect extérieur du bâtiment, mais beaucoup de particuliers ne savent pas qu'il faut demander une autorisation en mairie. J'ai des fenêtres en bois, je ne modifie pas leur dimension ni leur emplacement, mais je mets du PVC. Dans certains cas, si je suis à proximité d'un monument historique, ça peut être interdit. Je m'en rends compte que mon vendeur a mis des fenêtres PVC alors qu'il n'avait pas le droit. Ça fait 8 ans, ma foi, je me dis, j'achète en l'état et je peux calculer la différence. Dire si la mairie me demande de remettre totalement des fenêtres en bois, qu'est-ce que ça peut me coûter en fonction de la durée qui s'est déjà écoulée, quel est le risque pour moi et je négocie mon prix avec mon vendeur en conséquence. Et ensuite, les malfaçons, de quelle manière sont-elles couvertes ? Alors, je vous ai mis les articles du Code civil qui reprennent tout ce qui est les textes concernant la garantie décennale. Donc, comme son nom l'indique, elle dure 10 ans. On a 2 types d'assurance. Donc, la garantie décennale, c'est l'assurance de l'artisan. J'ai une fissure dans ma maison. Je me rends compte que c'est le maçon qui n'a pas fait son travail. Je peux actionner l'assurance du maçon. Donc, cette garantie, elle dure 10 ans. Et donc, elle bénéficie à tous les propriétaires successifs. Donc, si j'ai construit ma maison il y a 5 ans, je la vends, mon acquéreur va bénéficier pour les 5 années restantes de cette même garantie. On a ensuite l'assurance dommage-ouvrage. Donc, elle est obligatoire pour les promoteurs, notamment. Alors, elle est en principe aussi obligatoire pour les particuliers, mais il n'y a pas de sanction dans la loi pour les particuliers. Et il faut savoir qu'elle est très difficile à mettre en place pour un particulier parce que c'est très, très onéreux. Beaucoup d'assurances refusent parce qu'il y a beaucoup de contrôles, notamment des échafaudages, de choses comme ça à vérifier. Et cette assurance dommage-ouvrage, c'est un peu la super assurance. Dès qu'il y a une malfaçon, elle prend le relais, elle indemnise et elle permet de faire les travaux de remise en état. Ça veut dire que c'est ensuite cette assurance qui va voir si cette fissure dans le mur, est-ce qu'elle est due à une malfaçon du maçon, est-ce qu'elle est due à une malfaçon du charpentier qui a posé une charpente trop lourde par exemple, mais elle ne se soucie pas de qui est le responsable. À la différence de la première assurance, il faut d'abord trouver le responsable et c'est souvent là où peut-être il y a plusieurs expertises qui se succèdent puisque chacun peut se renvoyer la balle sur l'origine des malfaçons. Alors, mon vendeur a effectué lui-même des travaux sans recourir à une entreprise ou un artisan.
Que se passe-t-il dans ce cas-là? Il est considéré comme le constructeur et donc c'est lui qui est responsable. Donc il faut avoir conscience aussi que quand on achète dans ce cas-là, on a bien évidemment légalement un recours contre son vendeur s'il y a des malfaçons, mais que le jour où les malfaçons surviennent, peut-être que mon vendeur il ne sera plus solvable. Ou qu'il ne sera plus, qu'il sera introuvable en fait. Donc s'il disparaît de la circulation, et malheureusement il faut soi-même assumer à ce moment-là la remise en état. Donc simplement être informé, on a le droit d'acheter dans ces conditions-là, mais bien être informé de cette situation. Voilà, donc là on rappelle qu'en cas de dommage, on peut se retourner contre son vendeur, il n'y a pas de clause exonératoire qui est possible, voilà, avec un risque de devoir supporter le coût de cette remise en état. Même s'il bénéficiait d'une garantie décennale. Voici, j'en ai terminé. Merci. Et je laisse la parole à Maître Minassian pour la fiscalité de l'achat. Voilà. C'est Manon qui clôture le bal. Bonjour, je serai brève du coup, parce que je pense que vous avez tous envie d'aller déguster le cocktail. Donc une fois que vous vous êtes mis d'accord sur comment vous alliez acheter, avec qui, du coup, quelles sont les proportions, en SCI ou pas, si la maison est neuve, si elle a fait l'objet de travaux, vous demandez à votre notaire combien ça va me coûter. Parce qu'il y a systématiquement des frais qui sont liés à ces acquisitions. Et du coup, donc, les frais de notaire... Hop. Ils sont décomposés. Vous avez une partie de rémunération pour le notaire et la majeure partie des frais que vous réglez quand vous achetez un bien immobilier, ce sont des taxes. Donc ça, je pense que si vous avez déjà acheté, le notaire a pu vous dire que les frais, c'est 80% de taxes et la rémunération du notaire, globalement, c'est 1% de la valeur du bien immobilier. Donc ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que vous réglez quand vous achetez un bien immobilier. Et il y a également de la TVA sur les émoluments, donc encore de la fiscalité. Et pour illustrer, je vais vous montrer, voilà. C'est un exemple sur une acquisition à 200 000 euros. Au niveau des frais, vous en avez à peu près pour 16 400 euros, ce qui tient compte de l'augmentation des droits d'enregistrement de la taxe départementale. Je vais y venir juste après. Vous avez donc 12 637 euros de droits d'enregistrement, de taxes que nous, on collecte en tant que notaire et qu'on reverse à l'administration fiscale, de contribution de sécurité immobilière, donc pour 200 euros, pareil, qui correspond à une taxe qu'on reverse à l'administration fiscale, la TVA sur nos émoluments pour 573 euros et la partie donc, de rémunération des notaires pour 1 995,25 euros. En présence de deux notaires, sachez que vous ne payez pas deux fois les 2 000 euros, mais c'est une somme qu'on se partage entre notaires, donc vous avez tout à fait la possibilité de prendre un notaire en tant que vendeur, un notaire en tant qu'acquéreur, et en tant qu'acquéreur, si vous choisissez votre notaire, ça ne vous coûtera pas plus cher, puisque la rémunération, elle est partagée donc entre les notaires. Et ensuite, on a une rémunération qui est fixe, qui correspond aux formalités qu'on réalise pour que vous puissiez devenir propriétaire. Et c'est pour ça que sur les ventes avec un prix un peu moins important, ce forfait de formalité étant fixe, parce que indépendamment du prix, on réalise toujours les mêmes formalités quand on achète un bien immobilier que nous, donc on vérifie au niveau des différents diagnostics, etc. C'est pour ça que ça vous coûte un peu plus cher en termes de pourcentage quand vous achetez un bien qui coûte moins cher que quand vous achetez un bien qui coûte 500 000 euros. Tac. Donc, depuis la loi de finances 2025, donc là, dans les frais que je vous indiquais, les 12 637 euros que vous réglez à l'administration fiscale, sachez que ça, c'était un petit peu moins avant cette année, puisque la partie départementale était à 4,5% du prix, et maintenant, elle est passée à 5% pour les personnes qui ne sont pas primo-accédants. Donc, cette augmentation, elle était au choix des départements. Et sachez que tous les départements de l'Auvergne ont voté cette augmentation. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas la qualité de primo-accédant, vous payez 5% de taxes au département. Et si, en revanche, vous n'avez jamais été propriétaire de votre résidence principale, enfin pas jamais, pardon, au cours des 2 dernières années qui précèdent l'achat, et que vous vous engagez à affecter le bien que vous achetez à l'usage de votre résidence principale, vous pouvez bénéficier de l'ancien taux qui était à 4,5%. Sachant que les départements avaient également la possibilité de minorer la taxe départementale pour les primo-accédants, et qu'à ma connaissance, aucun des départements du territoire n'a appliqué cette baisse de la taxe départementale.
Donc on l'a vu tout à l'heure, enfin Maître Fort en a parlé, on peut acheter en indivision, on peut acheter en étant marié. Et qu'est-ce qui se passe si... alors moi, je n'ai pas été propriétaire de ma résidence principale au cours des deux dernières années, mais mon compagnon, lui, était propriétaire. Et donc on n'est pas marié, on n'est pas pacsé et on va acheter 50-50. Donc lui, il ne va pas pouvoir bénéficier de l'ancien taux de droit d'enregistrement. En revanche, moi, vu que je remplis les conditions d'application donc de l'ancien taux de droit d'enregistrement, en fait on va ventiler la taxe, elle sera ventilée en fonction de qui remplit les conditions et qui ne les remplit pas. Si vous achetez 50-50, ben 50% sera soumis à 5% et 50% à 4,5%. Sachant que pour les époux mariés sous le régime de la communauté, si l'un des deux ne remplit pas les conditions, compte tenu du fait que l'acquisition se fait pour le pot commun, les deux époux sont soumis au taux majoré. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur la fiscalité, sachant que il y a une petite particularité également quand vous achetez dans le neuf, au niveau de la fiscalité, vous avez une fiscalité qui est plus avantageuse et qui est à 0,715. Donc là, je suis désolée, c'est beaucoup de taux, encore une fois, parce qu'on aime bien que tout soit compliqué pour qu'on soit encore très utile pour vous. Et donc voilà, sachez que quand vous achetez dans le neuf, puisqu'il y a de la TVA, la fiscalité est moins importante et c'est pour ça que les frais de notaire sont moins importants également quand vous achetez en état futur d'achèvement, notamment. Voilà. Merci. Merci à tous nos intervenants. Dramatique. Merci. Non, mais j'étais trop stressée. J'ai même pas dit tout ce que je voulais dire. Et, on termine par la fiscalité. La fiscalité sera le sujet de notre prochaine conférence, puisque alors on n'a pas encore l'information sur est-ce qu'il y aura ou non une loi de finances qui sera votée en fin d'année, qu'on pourrait présenter en début d'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, on a décidé de parler fiscalité. Donc on déclinera ce thème selon ce qui aurait été décidé ou pas. Voilà, donc la prochaine conférence est arrêtée au 5 février. Et donc vous serez bien sûr invité à venir y assister. Et puis je vais donc vous proposer de venir partager un petit verre avec nous. Derrière, ça se passe derrière au buffet ou sur le comptoir. Et à cette occasion, vous pourrez nous poser également des questions si vous en avez à nous poser. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui étaient dans... Non, il n'y en avait pas. OK. Donc, c'est que tout a été très clair. Encore merci à nos intervenants. Et puis, à tout de suite derrière. Merci à vous.